Tapie, Valenciennes, banlieue. Les 1000 vies de Jean-Louis Borloo. Il opère son énième retour sur la scène publique après quelques années d'absence. Comme toujours, à sa manière. Jean-Louis Borloo a remis ce jeudi au gouvernement son rapport sur les banlieues françaises, avec pour objectif qu'en découle un ambitieux plan d'action. Ancien ministre de la ville de Jacques Chirac, il s'active sur un terrain qu'il maîtrise bien et qui s'ajoute à ceux, nombreux, qu'il a pu explorer au cours de sa carrière. Formé à l'école du barreau de Paris et à Aix, Jean-Louis Borloo s'est d'abord forgé une fulgurante carrière d'avocat d'affaires. Il monte son cabinet, Borloo et Associés, à la fin des années 70, l'installe dans le 17e arrondissement de Paris et se spécialise dans le droit des entreprises en difficulté. Un domaine fort lucratif à une époque où les dépôts de bilan s'accumulent dans le sillage des deux crises pétrolières. Les entreprises en difficulté étaient quelque chose de nouveau. Or, les avocats de l'époque avaient une vision traditionnelle de la faillite. Nous, on avait une vision financière, raconte l'un de ses ex-associés dans une biographie publiée en 2006. En 1980, Jean-Louis Borloo est classé parmi les 5 avocats les mieux payés du monde par la revue américaine Forbes. L'année suivante, c'est un autre jeune loup, à la carrière similairement iconoclaste, qui rejoint sa liste de clients, Bernard Tapie, qui veut à l'époque racheter l'entreprise Carayon. Au total, les dossiers Tapie ont représenté jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de Borloo et Associés. Les deux hommes, qui n'ont pas toujours entretenu des relations chaleureuses, ont eu des parcours atypiques similaires, d'où le surnom de Tapie du Nord souvent donné à Jean-Louis Borloo. Au-delà du lien footballistique, l'un président de l'OM, l'autre du club de Valenciennes, ils ont tous deux été ministres de la ville et élus. Et en cultivant le même profil populaire, friand de contacts directs, notamment dans les banlieues. C'est dans les années 80 que l'avocat entame son implantation à Valenciennes. Par le biais du football local. En 1986, après un appel au secours de l'administratrice de l'USVA, Jean-Louis Borloo accède à la présidence d'un club embourbé en 2e division, au bord du dépôt de bilan. Le timing est quasiment identique à celui de Bernard Tapie, qui prend les rênes de l'Olympique de Marseille la même année. Mais les cahiers des charges diffèrent. Si le sulfureux homme d'affaires a pour ambition de remporter la Coupe d'Europe, l'avocat, lui, doit avant tout sauver son club. Il en reste président jusqu'en 1991, un an avant que l'USVA ne réussisse à intégrer, le temps d'une saison, l'élite du football français. 23 ans plus tard, alors que le club, devenu VAFC, a de nouveau déposé le bilan, un Jean-Louis Borloo en convalescence, lire plus bas, y investit 500 000 € et lui assure un retour en Ligue 2. Il en redevient président par intérim. Le mandat de maire est le premier sur lequel Jean-Louis Borloo jette son dévolu. Lors des municipales de 1989 à Valenciennes, sa liste politique l'emporte avec 76% des voix au second tour. Il sera réélu très largement à 2 reprises et y expérimente des idées qui lui serviront de boussole en tant que ministre de la ville de Jacques Chirac. Déjà porté sur les questions environnementales, il file un coup de pouce à Noël Mamère et Brice Lalonde lorsqu'ils fonde Génération Écologie en 1990. Il abrite leur mouvement dans ses locaux sans y adhérer. En 1993, il est élu député du Nord sous l'étiquette d'hiver droite. Un mandat qu'il occupe jusqu'en 2014. Entre-temps, il évolue dans la nébuleuse centriste en prenant la tête du Parti radical en 2002 puis en fondant l'UDI 10 ans plus tard. Éphémère délégué général de l'UDF mais toujours électron libre au début des années 2000, Jean-Louis Borloo se voit confier le portefeuille du ministère de la Ville par Jacques Chirac à l'aube de son second mandat, axé sur le social. C'est à ce poste qu'il développe son grand plan de rénovation urbaine censé désenclaver les banlieues difficiles. En 2004, il remplace François Fillon au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, auquel est ajouté le portefeuille du logement l'année suivante. Sous son égide, le chômage baisse petit à petit, pour atteindre les 7,7% en 2007. Après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, il occupe pendant 3 ans le ministère de l'écologie, où il est notamment chargé d'organiser le Grenelle